De la conférence d'entente au dialogue intermalien, des forats pour quels résultats le dossier de la rédaction assure. Après les négociations avec le gouvernement, le SINAPEF a finalement suspendu son mot d'ordre de grève. Le syndicat affirme avoir eu gain de cause concernant plusieurs points de revendication. La communauté internationale redouble d'efforts diplomatiques pour empêcher une riposte massive d'Israël contre l'Iran, puisque la tension n'y faiblit toujours pas. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Dans le cadre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, les étudiants étaient ce mercredi 17 avril au menu du processus d'échange. En face des experts du comité de pilotage, ils ont été édifiés pour leur mise à contribution. Soumaïla Fani. C'est dans un amphithéâtre plein à craquer que les universitaires, notamment les étudiants, enseignants et administrateurs, ont reçu ce mercredi 17 avril les experts du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Objectif, échanger sur le processus en cours, mais aussi recueillir leurs contributions. Tout développement qui n'a pas son fondement sur la recherche et l'enseignement supérieur est un développement voué à l'échec. Vous savez que le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est un domaine fertile où se propagent, où se développent toutes les bonnes idées dans les domaines de politique de développement. Donc impliquer les professeurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants, c'est l'inclusivité qu'on cherche. Donc aucun Malien ne sera laissé au bord de cette affaire-là pour qu'on atteigne les objectifs à nous assigner, c'est-à-dire un Mali apaisé. Un pays, ça se construit avec des muscles, mais qu'un pays se construit aussi avec l'intellect. Et que l'apport attendu de l'université est vraiment capital. Il faut que les universitaires réfléchissent, participent à la réflexion et nous trouvent des chemins pour la paix, la réconciliation et surtout le chemin pour le développement. Bâti sur plusieurs thématiques définies par les comités de pilotage, les échanges avec les universitaires portent sur 5 grandes questions majeures. Vous avez les questions politiques et institutionnelles, vous avez les questions économiques et de développement durable, vous avez la géopolitique, etc. Il y a 5 thèmes. Bon, maintenant on va dire qu'il y a un 6e thème qui est autre. C'est-à-dire qu'on a pensé à tout, mais peut-être qu'on n'a pas pensé à certaines choses qui vont venir des débats. Et donc, ces nouvelles questions vont se retrouver dans la partie autre et vont être traitées aussi, comme les 5 autres questions qui sont en débat. Au-delà de cette première rencontre d'échange tenue sur la colline de Barlabougou, des autres sont prévues, respectivement à la cité universitaire de Kabbalah et à l'université de Ségou. Plusieurs forats ont précédé le dialogue intermalien dont la phase régionale débute le 20 avril. De grandes rencontres entre les Maliens organisées pour faire le diagnostic de la crise dans le pays et trouver des solutions. Paul Yapinguesson. En plus de l'orientation ambiguë que semble avoir pris le dialogue intermalien, à l'issue de la première phase au niveau des communes, ce processus qui se veut inclusif et ouvert à tous les Maliens est boycotté par une grande partie de la classe politique et des groupes armés réunis au sein du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement. Selon Ali Tonkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, les chances pour aboutir à un résultat objectif sont réduites dès lors que ce dialogue a explicitement misé sur les personnes qui sont déjà favorables à l'État. Surtout quand on sait que le dialogue entre communautés est certes tendu, mais très souvent instrumentalisé, voire manipulé par les groupes radicaux violents. De ce fait, tout dialogue qui mettrait précisément de côté ces groupes est un dialogue qui s'inscrirait dans le déni de l'évidence ou l'ignorance des facteurs réels. Quant à Amadoun Aïdara, sociologue, doctorant en gouvernance et décentralisation, de souligner que dans son histoire, le Mali demeure un cas d'école en concertation, dialogue, assise et assemblée. Tout a été dit ou presque dit. Tout est connu ou presque. Les problèmes, aussi bien que les défis, sont multiples et variés, mais se concentrent principalement et essentiellement autour des points suivants: insécurité, corruption et injustice. Avant de se poser quelques questions,
Est-ce qu'il faut continuer à dialoguer pour trouver des solutions qui existent déjà? Est-ce qu'il faut continuer à ignorer les solutions disponibles pour préparer d'autres dialogues? Pour rappel, 2 grands dialogues ont été organisés sous le régime d'Ibeka. D'abord la conférence d'entente nationale, ensuite le dialogue national inclusif. Si l'objectif du premier était de permettre un débat approfondi entre les différentes composantes de la nation malienne sur les causes profondes du conflit et qui ont des répercussions sur la paix, l'unité, la cohésion et la réconciliation nationale, le dialogue national inclusif de son côté visait à favoriser une décrispation de la crise socio-politique et sécuritaire que traverse le pays. Il avait été considéré comme une véritable opportunité d'ausculter le pays pour voir quel est son mal, d'où vient-il et comment le soigner. Théoriquement, nul ne pouvait douter de la pertinence de ces assises qui offraient aux Maliens, unis par les mêmes convictions et le désir de vivre ensemble, une belle opportunité de consolider le ciment de l'unité nationale. Ces 2 forats n'ont selon des experts pas souffert de problèmes de légitimité, mais au résultat, force est de constater qu'ils n'ont pas produit les résultats escomptés. Le mot d'ordre du syndicat national des banques, assurances et établissements financiers, microfinanciers, commerce du Mali est suspendu. Le syndicat a eu gain de cause au niveau de plusieurs points de revendication. Toutefois, certains sont restés sans avancée. Aminata Keita. C'est dans la matinée d'hier mardi qu'a été actée la suspension de la grève des banques et établissements financiers qui devait débuter ce mercredi. Cette suspension intervient après d'intenses négociations entre le SYNABEF et ses partenaires, principalement le gouvernement. Lors d'un point de presse organisé hier, le syndicat a affirmé avoir eu satisfaction sur la quasi-totalité de ses revendications. Selon le syndicat, les partenaires se sont engagés à respecter la liberté syndicale. Tous les intérimaires seront régularisés en CDI avant le 30 septembre 2024, conformément au Code du travail. Tous les syndicalistes licenciés reprennent le travail aujourd'hui. Une commission est mise en place pour étudier ceux licenciés de Total pour raisons économiques en vue de vérifier la véracité de cet argumentaire. Au niveau des banques, les accords d'établissement seront mis en place d'ici le 30 juin 2024. Cependant, 2 points importants pour le syndicat n'ont pas abouti. Il s'agit de la régularisation des travailleurs d'Ubifarm, une société répartiteur de produits pharmaceutiques, et de l'association Bereben, une institution de microfinance. Le syndicat se réserve le droit d'engager toutes les actions nécessaires en vue d'avoir satisfaction sur ces points. Avec Ubifarm, il nous a toujours été opposé l'adversité, l'inimitié, j'allais dire une méchanceté indescriptible. Il est resté cramponné sur sa position. Il dit que les camarades ne vont jamais retourner. À l'instar de Bereben, qui a dit la même chose. Et nous sommes catégoriques. Bereben, c'est le retrait de l'agrément. Le retrait ou la suspension de l'agrément. Et nous aurons gain de cause. Avec Ubifarm également, nous userons de tous les moyens légaux à notre disposition pour que nos camarades retournent. Parce que c'est une violence injustifiée. Pour rappel, les revendications du SYNABEF portaient sur 3 points avec des sous-points, à savoir le respect de la liberté syndicale et le retour sans condition et sans délai de tous les travailleurs licenciés ou renvoyés illégalement, la régularisation de plusieurs cas d'injustice et le respect des engagements pris. La communauté internationale a redoublé ce mercredi d'efforts diplomatiques pour empêcher une riposte massive d'Israël contre l'Iran qui risquerait d'embrasser le Moyen-Orient tout en promettant des sanctions contre Téhéran qui a menacé son ennemi d'une réponse féroce. Djeneba Samaki. Les chefs de la diplomatie britannique, David Cameron, et allemande, Annalena Baerbock, ont appelé à la désescalade lors de la première visite des représentants occidentaux en Israël depuis l'attaque inédite lancée par l'Iran contre les territoires israéliens pendant la nuit du 13 au 14 avril. Cette attaque a été suivie des menaces de représailles croisées entre Israël et l'Iran, dans un contexte de vives tensions régionales depuis le début le 7 octobre de la guerre entre Israël et le Hamas, alliés de Téhéran dans la bande de Gaza. Le chef de l'État israélien, Isaac Herzog, a appelé le monde entier à contrer la menace posée par le régime de Téhéran qui cherche à miner la stabilité de toute la région
en recevant aujourd'hui les chefs de la diplomatie britannique et allemande. David Cameron a souhaité mercredi devant des télévisions britanniques que les pays du G7 qui se réunissent cette semaine en Italie imposent des sanctions coordonnées contre l'Iran, accusant ces pays d'être derrière tellement d'activités malveillantes dans la région. L'Iran, de son côté, a célébré ce même mercredi la journée de l'armée en répétant qu'il apporterait une réponse féroce et sévère à toute riposte israélienne. L'attaque contre Israël, a affirmé le président Ebrahim Raisi, a été précise, mesurée et punitive en réponse à la frappe meurtrière contre le consulat d'Iran à Damas le 1er avril imputé à Israël. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, les tensions grandissent au Moyen-Orient, impliquant Israël et l'Iran, ennemis depuis la révolution iranienne de 1979 et leurs alliés respectifs. La République islamique, qui appelle à la destruction d'Israël, s'était gardée jusqu'à présent de l'attaquer frontalement et les deux pays avaient l'habitude de s'affronter par tiers interposés, comme les rebelles yéménites Houthis et les Hezbollah. Sport football. En ce moment se disputent les derniers quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors que les différents championnats européens s'acheminent vers leur fin, plusieurs internationaux maliens sont concernés par la course à la qualification de la compétition RN européenne la saison prochaine. On en sait davantage avec Assetou Mani Koulibaly. Alia Jacta est en Allemagne. La Bundesliga a couronné un nouveau roi, le Bayer Leverkusen, champion pour la première fois de son histoire en 120 ans d'existence. L'équipe entraînée par Xabi Alonso s'est assuré le titre après sa victoire 5-0 face au Werder Bremen le 14 avril. Ce qui met fin à une hégémonie de 11 années du Bayern Munich. Si le champion est déjà connu, la course à la Ligue des Champions reste indécise à 5 journées de la fin. Le RB Leipzig du Malien Amadou Haïdara occupe pour l'heure la dernière place qualificative pour la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Mais Leipzig compte le même nombre de points que Dortmund, 5e, et ne doit sa 4e place qu'à une meilleure différence de but. Le duel entre ces clubs, le 27 avril, pourrait s'avérer déterminant. Une autre confrontation qui pourrait décider du sort des qualifiés pour la Coupe aux grandes oreilles est le match de ce dimanche en Ligue 1 entre Brest de Kamori Doumbia et Monaco de Mohamed Kamara. En dépit de sa défaite lors d'une rencontre dantesque et polémique à Lyon 4-3, Brest conserve pour l'heure la 2e place, 1 point devant Monaco, mais avec un match en plus. Les deux équipes sont sous la menace de Lille, 4e, qui compte 4 points de retard sur Brest. En Angleterre, un Malien est également concerné. Le milieu de terrain Yves Bissouma occupe actuellement la 5e place du championnat avec Tottenham. Le club londonien compte 3 points de moins qu'Aston Villa, mais a une rencontre de plus à disputer. Le calendrier de fin de saison est très corsé pour les Spurs qui devront batailler pour sécuriser une place. Tottenham doit affronter Chelsea, Arsenal, Liverpool et Manchester City pendant les 6 matchs qui lui restent à disputer. La tâche s'annonce donc très ardue pour le joueur d'Ange Postecoglou qui a prévenu il y a 2 mois qu'il n'était pas un magicien. « Je suis un manager de football. C'est un travail acharné que ces gars ont fait toute l'année. Comme je l'ai dit, nous sommes arrivés à ce stade qui est plutôt décent grâce à un travail acharné et c'est ce que nous allons continuer à faire. » C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre télévision favorite. Bonsoir à tous.